Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait un petit live tranquille du vendredi. Alors je sais, on est vendredi, il est 18h, vous avez tous hâte d'être en week-end. Je voulais simplement faire un petit live aujourd'hui sur un sujet qui m'intéresse et qui je trouve est assez brûlant aujourd'hui sur la question de la séparation entre l'homme et l'artiste. En l'occurrence, nous on va s'intéresser plutôt entre l'homme et l'auteur puisque on va parler aujourd'hui des auteurs, effectivement, et notamment des auteurs classiques, parce que faut savoir que pas mal d'auteurs sont étudiés aujourd'hui sans mise en contexte, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bonjour Jeanne, bienvenue. Ah, ça me fait plaisir de te voir, encore. Ça me fait plaisir à chaque fois, c'est ce que je veux dire. C'est toujours chouette de t'avoir dans le coin. Donc aujourd'hui on va parler effectivement, bonjour Doudou, de la question de la séparation de l'homme et de l'auteur, et surtout aussi de l'œuvre et de l'auteur, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous savez que c'est un contexte, on va dire, assez étonnant aujourd'hui. Je vois pas du tout ce que tu publies, Jeanne. Alors attends, hop. Peut-être mon truc il marche pas, non, je ne vois pas. Donc oui, je disais, le contexte actuel porte particulièrement cette question. Alors évidemment, il y a la question du cinéma, évidemment, qui est assez poignante aujourd'hui avec bonjour Odezen, avec l'affaire Polanski, vous savez, entre autres. On se pose beaucoup la question aujourd'hui, est-ce qu'un artiste peut être séparé Oui, ben voilà, c'est ça, Doudou, je l'ai dit, hein, effectivement. On peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment séparer l'homme de l'artiste? Et même, je dirais même plus, oui, je suis trop rapide, mais en même temps, je parle, c'est plus facile. Et en plus, il y a un léger décalage, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. En outre, c'est pareil, hein, là, aujourd'hui, je vois bien dans le contexte actuel la question, par exemple, de la statue de Colbert qui serait enlevée parce que, effectivement, même si Colbert a fait un certain nombre de choses pour la France que je ne conteste pas aujourd'hui, il a eu aussi une position que l'on voit aujourd'hui avec nos yeux de 2020 comme étant quand même très raciste envers les personnes de couleur. J'ai voulu mettre un bonhomme content, mais ça n'a pas marché. Ah bah je suis désolée, mais ça me fait plaisir que tu sois contente aussi de venir. C'est toujours très chouette. Donc voilà, la question aujourd'hui, je pense, est assez intéressante, et sachant qu'on étudie beaucoup d'auteurs dont on va parler là ce soir, et même sans forcément les mettre en contexte, eh bien, je pense que c'était intéressant de revenir un petit peu sur ça. Donc je vais être très claire, hein, je ne vais pas parler de la question des opinions vraiment purement politiques, on va dire de choix politiques. Évidemment, on va parler aujourd'hui de Victor Hugo parce que il y a 2-3 positions qui me dérangent, mais je parlerai pas par exemple de son engagement politique. Le fait qu'il était exclu de France, qu'il était exilé pour ses opinions politiques, c'est pas quelque chose que je vais aborder ici. C'est plutôt, on va dire, faire un petit point par rapport à des idées qui soit aujourd'hui sont choquantes, mais ne l'étaient pas forcément à l'époque, soit effectivement, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, étaient dérangeantes. Je vais m'attarder aussi sur faire une petite différence entre deux choses, parce que parfois dans les œuvres de ces auteurs, on peut voir justement ces positions qui aujourd'hui sont choquantes, ou même à leur époque sont choquantes. Ça, c'est une chose. Et puis il y a aussi des auteurs qui ont une vie assez scandaleuse, ou qui ont des problèmes effectivement dans leur vie, même des problèmes avec la justice, mais pas forcément dans leurs œuvres. Je ferai bien la distinction entre les deux, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut lire des œuvres d'un auteur qui avait une particularité ou une opinion très tranchée sur quelque chose, sans que ça apparaisse, ça transparaisse dans son œuvre. Et donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc qu'en est-il de la littérature, et notamment des grands auteurs classiques? Parce que croyez-moi, même dans la littérature, on a ces questions qui sont assez fortes, même chez les grands auteurs classiques. Alors, moi j'ai décidé de manière complètement unilatérale, quand je faisais le plan du cours, de diviser en fait en 3 étapes ce mini-exposé. On va en fait exposer
8 éléments, donc 7 auteurs, mais 8 éléments, en 3 parties. Je vais commencer par la question du racisme en littérature, puisque je pense que c'est une question malheureusement qui est assez développée, et encore une fois j'insiste sur le malheureusement, et souvent très niée aussi. Ensuite, je vais parler de la question de la misogynie, parce que croyez-moi, dans la littérature française, la misogynie est assez répandue. Évidemment, là, encore une fois, je me limite aux exemples. Je vais parler de 3 auteurs maximum par partie, sachant que, par exemple, pour les auteurs misogynes, j'aurais pu vous parler d'au moins 20 auteurs sans aucun problème. Sans aucun problème, tout est relatif évidemment, puisque leur position est contestable. Et enfin, je vais terminer sur d'autres types de discrimination que l'on peut avoir chez les auteurs de la langue française. Alors, ça sera un petit peu plus général, il fallait bien terminer pour indiquer d'autres éléments peut-être un peu plus ponctuels, mais tout aussi graves. Alors on va commencer effectivement avec la question du racisme. Alors si vous avez un tout petit peu de culture littéraire ou vous vous intéressez à la tête qu'ont les auteurs, parce que ça c'est pas souvent le cas, en général Rimbaud tout le monde connaît, autant la personne qui est à côté, alors hop, de l'autre côté, pas forcément. On va parler de Victor Hugo et de son combat pour la cause féminine. Voilà, c'est ça, tout à fait. Victor Hugo, grand féministe, on le sait tous. Donc, on va commencer par parler de Camus, que vous avez donc à côté de moi. Alors, Albert Camus, déjà, je tiens à le dire, c'est quand même quelqu'un qui est absolument admirable, dont les écrits sont magnifiques, et qui, je vous rappelle, a eu le prix Nobel de littérature. Donc c'est quand même quelqu'un qui a été largement, très largement approuvé, que ce soit de son temps ou même aujourd'hui. Je sais pas, vous me confirmerez, ceux qui sont un peu plus âgés, je pense à Doudou ou Odezen, est-ce que par hasard vous n'auriez pas étudié l'étranger en classe de première par exemple? Parce que ça c'est un grand classique, moi-même je l'ai fait étudier à certains de mes élèves, donc encore une fois je ne jetterai pas la pierre aux professeurs qui vous ont enseigné ça. Bon, Albert Camus, comme je disais, prix Nobel de littérature, grand auteur du XXe siècle, qui a une vie assez compliquée, faut le dire aussi. Il est né donc en Algérie, mais de parents qui venaient de métropole, puisque c'est une époque de colonisation, je vous rappelle. Il a écrit énormément de choses, il a été journaliste militant, il a été engagé dans la résistance, donc il a aussi pris des bonnes décisions. Ah, c'était il y a trop longtemps, oh quand même, Odezen n'exagère pas. Bref, il a reçu donc le prix Nobel de littérature en 1957. C'est vraiment quelqu'un, comme je disais, qui a été reconnu. Il faut savoir que Albert Camus, donc, il a eu une enfance vraiment très compliquée, très malheureuse. Il s'est retrouvé dans une famille qui était extrêmement pauvre et il a réussi à faire ses études grâce au maire du village dans lequel il vivait, qui a repéré qu'il avait une certaine intelligence, une certaine finesse et qui lui a payé ses études. Donc vous voyez, on est vraiment passé à ça, de ne jamais connaître l'œuvre de Camus, puisque s'il n'avait pas été repéré justement par cette personne qui avait un peu plus d'argent et qui a pu lui payer ses études, peut-être qu'on n'aurait jamais eu les œuvres de Camus. Bon. Il faut savoir que Camus, il a écrit encore une fois d'immenses chefs-d'œuvre, et ça on ne reviendra pas là-dessus. Notamment par rapport justement à la résistance. Si vous lisez La Peste, la pièce de théâtre de La Peste de Camus, c'est absolument extraordinaire et je ne saurais que trop vous le conseiller. Maintenant, il faut qu'on parle quand même d'un aspect qui est un peu gênant. Vous le voyez, Albert Camus, donc, et je vous l'ai dit, il est un enfant de métropole française qui a grandi, a été élevé en Algérie. Il va donc parler assez naturellement, dans certains de ses écrits, de l'Algérie. Ce qui est logique, c'est son lieu de vie. Je prends évidemment le plus grand succès d'Albert Camus, qui est L'étranger. L'étranger, évidemment, parle de l'Algérie, on est d'accord. Déjà, le titre, en fait, est double, triple, quadruple sens, on ne sait pas vraiment qui est l'étranger, justement, qui est indiqué par le titre. Est-ce que c'est le personnage principal qui semble étranger à la réalité? Est-ce que c'est le fait qu'il soit étranger, d'une certaine manière, à
à son environnement, le fait que le personnage principal est un pied noir, donc comme Albert Camus, quelqu'un qui vient de métropole, qui est d'origine de la métropole, mais qui vit en Algérie. Est-ce que c'est par rapport aussi au meurtre qui est commis dans l'étranger, qui est le meurtre d'un arabe, et qui donc est un étranger pour le personnage principal? On ne sait pas. Il n'y a pas d'indication précise par rapport au sens qu'Albert Camus voulait mettre dans cette œuvre. Cependant, quelques petits constats juste à la lecture comme ça de l'étranger de Camus. Quand on lit l'étranger de Camus, on se rend compte que les personnages qui ont des noms, je dis des noms, hein, c'est nom, prénom, ce sont uniquement les personnages qui justement ils sont issus de la métropole et donc pas les personnes issues de l'Algérie. Alors je vous rappelle encore une fois, on est dans un contexte où l'Algérie est une colonie, même une région française. Donc, on est vraiment, normalement, sur tous des citoyens de la République française. Et c'est là où je trouve on commence à toucher quelque chose de gênant. Camus va présenter systématiquement tous les Algériens d'origine comme un arabe, un groupe d'arabes, etc. Il n'y a pas de nom. Alors on pourrait très bien dire tout simplement oui, bon bah peut-être qu'en même temps, comme il parle surtout des personnages principaux qui s'avèrent être tous issus de la métropole, peut-être que c'est simplement pour ça qu'il n'indique rien sur les différents personnages qui sont d'origine arabe. Mais déjà rien que ça peut être un peu gênant de se dire pourquoi est-ce que tous ces personnages principaux dans une Algérie française ne sont que des issus de la métropole finalement. La question peut se poser. Le problème avec nos yeux actuels, c'est qu'on pourrait tout simplement se dire, et je pense que beaucoup se le sont dit, Camus est raciste. C'est quelque chose que l'on ne trouve pas souvent dans les textes. Vous allez avoir, par exemple, par rapport à la scène du meurtre de l'arabe, qui est une scène stéréotype de la littérature française, vous allez avoir des indications comme « oui, mais vous comprenez, c'est l'influence du soleil qui l'a poussé à tirer, etc. » Certes, le contexte météorologique, on va dire, est compliqué pour le personnage, mais il revient armé sur une plage. Et quand il voit le jeune arabe, en l'occurrence je l'appelle comme ça puisque c'est la seule indication qu'on a sur lui, il est couché et donc il n'est pas directement menaçant et il tire sur lui. Alors on peut parler de meurtre accidentel si on veut parce qu'il n'y a pas vraiment de volonté du personnage principal de le faire, mais quand même ça nous interroge, ça peut vraiment nous interroger. Ce n'est pas le seul texte, parce que je vous parle de l'étranger, c'est le plus connu, mais ce n'est pas le seul texte où justement on a là aussi, on va dire, une mauvaise sensation à la lecture. On a essayé de justifier beaucoup cela en expliquant oui, mais il y a d'autres parallèles, il y a d'autres paramètres extérieurs que l'on ne connaît pas. La vérité est que tout de même on peut s'interroger sur la position de Camus. Encore une fois, il faut remettre en contexte. Je vous rappelle que même sans être particulièrement raciste à l'époque où il a vécu, beaucoup de personnes de la métropole pouvaient appeler les gens de l'Algérie française des indigènes, des personnes issues vraiment de l'Algérie. Aujourd'hui, je pense que si vous commencez à appeler quelqu'un un indigène, on sent quand même, on va dire, le côté un peu... comment pourrait-on dire ça? Côté légèrement tendancieux de cette phrase. Donc on peut se poser la question, est-ce que pour autant il faut arrêter de lire Albert Camus? Je ne pense pas non plus. Simplement, je pense que c'est intéressant quand même de rappeler ça, de dire comme on a pu le faire par exemple sur Tintin au Congo, qui là aussi a des aspects très très racistes. Il faut le remettre en contexte et on peut pas... oui, légèrement, c'est ça. Et on peut pas le nier, et bien je pense que c'est nécessaire aussi. D'ailleurs, je vous conseille, je pense que ça va sortir à l'envers, mais c'est pas grave. C'est l'excellent livre d'Yvan Sell, donc qui s'appelle Albert Camus, Totem et Tabou, justement qui explique ce problème, qui justifie en fait le problème en nous disant... Ah, c'était dans le bon sens, bah, c'est parfait. En nous disant donc que
comme c'est un prix Nobel, on a été obligé plus ou moins de l'approuver dans tous les sens, alors que il a quand même certaines positions qui sont compliquées. Ça ne l'empêche pas, encore une fois, comme je vous ai dit, d'avoir fait partie de la résistance française et d'avoir pris des décisions qui, objectivement, sont beaucoup moins critiquables aujourd'hui, mais il y a ce spectre du racisme quand même qui, je pense, qu'il ne faut pas nier en fait lorsqu'on traite justement de cet auteur. Il faut le percevoir comme ça. Et c'est terrible parce que on va avoir tendance quand on fait cours, hein, ça je vous parle vraiment de mon expérience en tant que professeur, quand on veut étudier l'étranger, ce que j'ai fait une année, j'ai été obligée de dire aux élèves, bon bah vous voyez, dans l'histoire du meurtre, il y a quand même la présence du soleil, etc. C'est ça que vous allez dire le jour de l'oral du bac. Parce que c'est ce qui est couramment admis, du moins, sur Camus. Même si j'ai dit à mes élèves, de vous à moi, on sait aussi qu'il y a un côté raciste, mais n'en parlez pas, parce que si vous tombez sur une personne qui est spécialiste de Camus, mais qui veut absolument pas voir cet aspect-là, vous allez risquer d'avoir une mauvaise note, juste parce que ça n'ira pas dans le sens de la personne. Et je trouve ça un peu triste, parce qu'on se retrouve en fait obligé, même dans notre enseignement, de continuer, on va dire, ce que tout le monde dit, sans mettre de distance par rapport à ce que les auteurs ont pu écrire, et c'est quelque chose que je déplore. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur Camus, comme je vous le disais, c'est quand même un de mes auteurs préférés, et encore une fois, je ne vous empêche absolument pas de le lire. Gardez quand même en tête qu'il avait une position, donc, d'une certaine manière, avec nos yeux actuels, raciste, qui est due certainement au contexte, faut pas non plus le nier, et aussi due à sa position, en fait, lui-même d'étrangers quelque part en Algérie. Bien, on en a terminé avec Camus qui je pense était quand même très connu. On va maintenant passer à Céline. Alors Louis-Ferdinand Céline, en général, c'est pareil, vous avez entendu parler de lui souvent pour son œuvre. On n'avait pas remarqué que c'était ton préféré. Ah bah c'est sûr qu'après on va parler de Victor Hugo, je vais être un petit peu moins douce, je pense. Louis-Ferdinand Céline, donc on le connaît surtout pour un de ses ouvrages, un de ses romans, qui est Voyage au bout de la nuit, qui est absolument un chef-d'œuvre. Hein. Ça c'est pareil, encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de le lire. Par contre, pour ce qui est de son auteur, c'est un petit peu gênant. Alors, qui était déjà, on va parler purement biographiquement parlant, qui était Louis-Ferdinand Céline? Alors, c'est un écrivain et médecin. Faut savoir qu'il y a pas mal d'éléments qui font référence à la médecine dans son œuvre. C'est pas pour rien, il était véritablement médecin, tout simplement. Son ouvrage le plus connu, c'est Voyage au bout de la nuit, c'est son premier roman. Il a eu le prix Renaudot et il a failli avoir, il était deuxième je crois, le prix Goncourt. Donc c'est vraiment une œuvre très classique qui a été traduite énormément. En fait, la particularité de Voyage au bout de la nuit, c'est le style. En fait, le style est à part. Je pense pas, j'ai pas d'exemple avant Céline d'œuvres qui soient écrites de cette manière-là. Alors en fait, si vous voulez, le personnage donc principal s'appelle Ferdinand Bardamu. C'est une sorte plus ou moins de double de l'auteur et il va parler de son expérience par rapport à la guerre. Il va s'enrôler, ce qui a été d'ailleurs le cas de Céline aussi. Il a fait la Première Guerre mondiale. Et en fait, le personnage va raconter son histoire avec véritablement une imitation de la langue orale, en fait, de la langue parlée. Donc vous avez le personnage qui écrit comme on parle. Vous avez des mots d'argot, par exemple. Il faut savoir que c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la littérature contemporaine. Sérieusement, quoi. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la littérature contemporaine grâce à lui. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez important. Et il va expliquer donc par Voyage au bout de la nuit, par rapport donc au contexte de guerre, il va expliquer en quoi la guerre lui montre l'absurdité du monde et des gens, et il va expliquer que le seul moyen de résister à la folie ambiante qu'est la guerre, c'est d'être lâche. Donc toute forme d'héroïsme, vous laissez tomber. Pour lui, l'héroïsme, c'est lié à la violence et à la guerre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être un lâche. Bon. Le personnage qui est présenté, Bardamu, déteste tout le monde.
hein, voilà, faut le savoir. Donc c'est pas vraiment dans Voyage au bout de la nuit que vous allez avoir une critique véritablement, puisqu'en fait c'est plus un misanthrope, hein, quelqu'un qui déteste les hommes. Il va détester les braves, il va détester les lâches, il va détester les colonisateurs, les colonisés, les blancs, les noirs, les pauvres, les riches, vraiment personne. En fait le personnage déteste l'humanité, et donc c'est pas vraiment dans son œuvre que l'on va trouver des éléments véritablement racistes, contrairement, comme je le disais, à Camus, où là, on peut le voir. Le problème de Louis-Ferdinand Céline, c'est plus... C'est pas ça, Doudou. C'est qu'en fait, comme le personnage est dans une position de misanthropie, comme par exemple le misanthrope de Molière, on peut pas l'accuser d'être particulièrement raciste. Lui-même, par exemple, le personnage est blanc, mais il déteste les blancs. Donc c'est pas une question de racisme, c'est une question on déteste la race humaine. Donc voilà, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et le racisme naît de ça, c'est quand on fait une différence entre les gens. Si on déteste tout le monde, bon, c'est pas particulièrement raciste. Là où ça pose problème, c'est plus donc que dans ses œuvres, c'est les positions de Céline. Il faut savoir que Céline est connue, ça fait partie vraiment des pavés dans la mare. Hein. Je voulais vous parler d'autres auteurs et puis je me suis dit si je ne parle pas de Céline, ça va manquer dans mon exposé. Céline, c'est l'auteur, on va dire, le plus... Je sais pas comment dire ça, pas connu pour ça, mais en tout cas un des auteurs les plus controversés à cause de ça. Il a été profondément antisémite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a publié en fait, même avant la Seconde Guerre mondiale, dès les années 30, hein, on est en 37-38, il va publier des pamphlets, donc des courts écrits. Un pamphlet, c'est un court écrit avec une volonté argumentative, donc soit de défendre, soit d'attaquer quelqu'un. Là, en l'occurrence, hein, c'est les Juifs. Il va vraiment écrire énormément de pamphlets pour expliquer à quel point les Juifs, c'est quelque chose de terrible et que, effectivement, en gros, hein, ça serait mieux pour tout le monde s'il pouvait ne plus y en avoir en France. Donc vous comprenez à quel point c'est compliqué, même aujourd'hui, et même à son époque, c'était déjà difficile. Il faut savoir qu'il a été très proche, même sans en faire partie, de tous les milieux collaborationnistes, donc tous les gens qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été très proche du parti nazi. Bon, vous voyez que forcément c'est pas très facile à assumer comme position aujourd'hui. Et il a aussi rejoint en 1944 le régime de Vichy. Je vous parlais de Voyage au bout de la nuit qui n'est pas directement raciste. Vous avez quand même plusieurs autres de ses œuvres, que ce soit donc D'un château l'autre par exemple, ou Bagatelle pour un massacre, qui quand même ont tendance à beaucoup plus montrer ses positions antisémites. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus gênant. Autant Voyage au bout de la nuit, comme je vous disais, on peut le lire sans forcément qu'il y ait une énorme mise en contexte. Autant pour le reste, il faut quand même rappeler que Céline avait cette position-là et qui est aujourd'hui, je pense, très nettement critiquable. Bien entendu, et à son époque aussi évidemment, mais encore une fois on était dans la période du régime de Vichy, ce qui n'est pas tout à fait la meilleure pour notre beau pays. On reste dans l'antisémitisme parce que c'était le sport national de certains à cette époque, avec Jean Genet. Alors Jean Genet, je l'ai travaillé cette année avec mes élèves, hein, Jeanne confirmera, on en a étudié un extrait. Lui aussi fait partie des grands auteurs reconnus sans souci, hein, puisqu'il est même cette année au programme de l'agrégation de lettres. Donc vous comprenez que c'est pas tout à fait n'importe qui nous est présenté ici. Et Jean Genet, c'est un personnage une personne plutôt, que j'ai encore plus de mal à comprendre que Céline. Parce que autant Céline, on sent qu'il y a un dégoût de l'entièreté de la race humaine qui le pousse à faire ses choix. Bon, c'est tout aussi critiquable, mais il y a au moins une ligne de conduite. Chez Genet, je ne trouve pas ça et j'ai du mal à le comprendre pour ça. Alors, oui, les bonnes, tout à fait, Jeanne, on a vu la scène d'exposition des bonnes. Alors, donc Jean Genet, c'est un auteur du XXe siècle. Hein. Il a notamment écrit de la poésie et du théâtre, donc il est dramaturge et poète.
Et il va avoir fait énormément pour une cause plus qu'importante. Il va aborder l'homosexualité, la question de l'homosexualité, puisque lui-même était homosexuel. Et il va justement beaucoup parler de la question de l'homosexualité dans ses œuvres. Il faut savoir d'ailleurs qu'il a été condamné pour cela, puisque à cette époque-là, c'était encore considéré comme un problème. Oh, je vois qu'il y a un follow. Merci Asmaria. Bienvenue. Donc oui, je disais, il va passer pas mal de temps en prison, il va beaucoup écrire en prison et il va notamment donc écrire sur la question de l'homosexualité, notamment dans ses poèmes, dans quelques ébauches de romans. On va avoir assez peu de traces de ses œuvres, on en trouve une partie, mais en fait il va avoir envie régulièrement de réécrire, rejeter des passages, etc. Ce qui fait que aujourd'hui on n'a pas beaucoup de ses écrits qui sont restés. Bref, il a eu vraiment une vie assez horrible. Hein. Il est né d'un père inconnu, il est abandonné par sa mère, il est envoyé, donc il est baladé dans plusieurs endroits de la France et il va donc, entre guillemets, mal tourner quelque part, puisqu'il va commettre son premier vol à l'âge de 10 ans. Pardon. Il va être séparé de sa famille d'adoption, etc. Bon, il n'a pas eu une vie très facile, hein, bien entendu. Et il va en fait être condamné à rester donc jusqu'à sa majorité dans une colonie pénitentiaire. Donc clairement, bon, ça va être assez compliqué, mais il va constituer une sorte de mythologie, parce qu'on appelle ça un peu sa mythologie à ce moment-là, et c'est là qu'il va commencer donc à avoir ce déclic et écrire. Son premier roman, donc Notre-Dame des Fleurs, raconte la vie d'un travesti, voilà, qui va être dans le milieu de la prostitution, etc. Bon. Comme je vous le disais, ces œuvres ont fait beaucoup pour la question du droit aux homosexuels au XXe siècle, et pour ça, évidemment, on peut que le féliciter, entre guillemets, d'avoir réussi à prendre ces positions qui étaient extrêmement compliquées, bien entendu. D'ailleurs, il est très probable que le roman dont je vous parle, là, Notre-Dame des Fleurs, soit le premier qui mette en scène un travesti. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est encore rare, mais à cette époque... Voilà, rappelez-vous, je crois que je ne vous l'ai pas indiqué, mais on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, il publie ça en 43. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fou pour son époque. Bref, ça, à la rigueur, on ne peut que, encore une fois, comme je vous le disais, l'approuver par rapport à ce qu'il fait. Le problème, ça va être plus sa question donc de la politique et des choix politiques qu'il va faire. En fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, lui aussi, Genet va avoir des accointances, des liens avec l'Allemagne nazie. Bon. Il faut savoir que tous les critiques aujourd'hui ne sont pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il était vraiment à fond derrière ses idées. Mais bon, quand même, on reconnaît qu'il a eu de nombreux liens avec le parti nazi et que donc ça commence quand même à être un petit peu compliqué à justifier. On va dire ça comme ça. Genet est antisémite parce qu'il cherche le bien. Il cherche le... Comment ça, Doudou ? Ah oui, oui. Alors tout à fait. Quand je dis il a été proche, hein, bien entendu, il n'en a pas fait partie pour des raisons évidentes, puisque étant homosexuel, c'était compliqué. Mais il a effectivement été proche de la milice, qui, vous savez, étaient évidemment des collaborateurs qui étaient plus ou moins le pendant français des nazis, qui faisait partie des groupes de collaborateurs français, hein, bien entendu. Bon.
C'est donc un peu compliqué de voir la position du personnage. On est quand même sur, comme je vous le disais, un homme qui est homosexuel, qui écrit pour sa cause, qui essaie de défendre sa cause, et à côté de ça, il a une fascination pour Hitler, pour la milice, pour l'eugénisme en fait, parce qu'il pense que vraiment on peut faire des croisements d'humains pour atteindre la puissance. Voilà. Et j'ai un peu, moi, plus de mal, mais après c'est quand même personnel, avec cette position-là que par exemple Céline. Céline déteste l'humanité, donc il se retrouve raciste. Il y a une certaine logique. Chez Jeunet, on voit qu'il va parler donc de son oppression, son orientation sexuelle, et qu'il va essayer de la défendre, c'est tout à son honneur, mais pour exclure un autre groupe. Bon, j'ai un peu du mal justement à comprendre cette position, effectivement. Bon. Cependant, hein, encore une fois, Jean Genet, comme je vous l'explique, il est quand même validé par les programmes scolaires, même moi je l'ai travaillé en classe, mais lorsque je le travaille, j'essaie quand même de rappeler cette position-là, parce que c'est encore une fois un peu compliqué de ne pas remettre dans son contexte. Comme je vous le disais, je ferai une petite conclusion par rapport à ce que je pense de tout ça, et j'essaierai de répondre à la problématique que j'ai posée donc en introduction. Voilà pour quelques auteurs, alors encore une fois quelques, hein, malheureusement il y a beaucoup d'autres exemples de racisme chez les auteurs français, et même entre les auteurs, hein, puisque par exemple ça a été une des critiques qui a été faite à Dumas, vous savez, vous connaissez Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, etc., puisque le général Dumas est un métis, donc le père d'Alexandre Dumas, qui s'appelle Alexandre Dumas. Donc Alexandre Dumas père, le père de celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, Le Vicomte de Bragelonne, etc., le Comte de Monte Cristo, était donc métis. C'est un des premiers généraux français à être, justement, si ce n'est le premier à être métis. Et Dumas a reçu des critiques, justement, parce que son père étant métis, il était lui aussi métis. Et donc il a reçu pas mal de critiques de la part d'autres auteurs. Oui, dans l'intro de Jeunet, effectivement, Jeanne, je me doute bien que tu avais toutes tes fiches de bien indiquer. Bon, son attitude est quand même ambiguë. Elle est un petit peu moins violente dans son approche quand même que Céline. Céline a carrément publié des œuvres anti-juifs, ce qui n'est pas le cas de Jeunet. Jeunet, on sait qu'il a eu cette position-là, mais on n'a rien d'écrit ferme et définitif pour dire voilà, il l'était. Il avait une fascination pour Hitler, il avait une proximité avec le parti nazi, mais il n'a pas écrit des pamphlets anti-juifs, contrairement évidemment à Céline. Donc voilà pour ce qui est de la question du racisme. Il y en a dans la littérature, faut pas le nier. Et quasiment autant justement que le deuxième cas que nous allons voir, c'est-à-dire la question de la misogynie. Donc pour ça, on va traiter, donc pour commencer, d'un auteur qui est assez méconnu, mais qui pourtant a laissé une trace assez importante dans la littérature, c'est le Marquis de Sade. Alors donc, le Marquis de Sade, déjà on va commencer comme toujours, hein, qui était notre ami le Marquis de Sade. Alors le Marquis de Sade, pardon, c'est un noble donc français. Le portrait que je vous mets, c'est pas forcément, enfin on n'est pas sûr à 100% que ce soit ce à quoi il a ressemblé, mais c'est le seul que nous ayons qui est un portrait supposé. Finalement, ça se trouve, il ne ressemblait pas du tout à ça. Bon. Donc, en fait, il a écrit énormément d'œuvres dans lesquelles il parlait donc d'érotisme et de pornographie, qui est une des raisons pour lesquelles il a été condamné, alors qu'effectivement, avec nos yeux actuels, on pourrait se dire, bon, après tout, c'est moins gênant. Par contre, il y a d'autres éléments qui me dérangent beaucoup plus, ce sont ces actes de violence et de cruauté que l'on trouvait, que ce soit dans ses œuvres ou même dans sa vie, en fait. Parce que, encore une fois, il y a écrire des choses horribles, mais les faire vivre à d'autres, en plus, c'est nettement plus gênant. Quand je vous dis actes de violence et de cruauté, hein, on parle de torture, on parle de viol, on parle de pédophilie, de meurtre, etc. Hein. Donc, bon... C'est un peu compliqué à justifier, bien sûr. Il faut savoir qu'il a été emprisonné quasiment la moitié de sa vie, en fait. Il va passer 27 ans de sa vie emprisonné, exactement.
sur 70 ans, donc vous voyez, on est quand même pas très loin de la moitié, parce que il a été condamné sur différents motifs. Donc il y a eu des questions qui, on va dire, ne sont pas du tout scandaleuses, hein. Il a été condamné pour dette, par exemple. Ça, à la rigueur, c'est pas trop grave. Mais aussi empoisonnement, par exemple. Enlèvement et abus sur des jeunes filles. Tout dans l'attitude du maire Kitsad est quand même un petit peu compliqué à justifier. Je vous rappelle que donc à cette époque-là, par exemple, l'esclavage est tout à fait légal en France et les esclaves sont considérés comme des propriétés des personnes qui les possèdent, et donc c'est plus ou moins un meuble, hein, c'est exactement pareil. La vie humaine des esclaves n'a pas du tout de valeur. Donc je vous donne un exemple des petites expériences que pouvait faire notre ami le marquis de Sade. On découvre, vous savez, à ce moment-là, la feuille de tabac, qui est le tabac hein, que l'on peut fumer aujourd'hui. Je vous déconseille d'ailleurs de fumer aujourd'hui. Voilà. Donc par exemple, on dit tiens, si je fais manger à mes esclaves uniquement de la feuille de tabac, en combien de temps ils meurent? Et donc il fait le test. Et quand je dis fait le test, c'est il le fait concrètement. C'est genre il fait vraiment subir ça à des esclaves. Voilà. On va avoir des actes de torture aussi sur ces esclaves. Je parle même pas des viols, évidemment, qu'il leur fait subir, mais plus que ça. Bon. Son œuvre est restée du fait assez passée sous silence pendant un certain temps, puisque donc il a écrit ça durant les Lumières. C'est un auteur des Lumières aussi pour quelques-unes de ses positions plus ouvertes. Ah non, je pense qu'effectivement à ce stade-là, Jeanne, on peut dire qu'il n'était pas très bien dans sa tête. Et d'ailleurs, pour avoir lu certains extraits de Sade, bon, j'ai lu des trucs un peu bizarres, hein. J'ai lu des œuvres libertines, je vous ai parlé par exemple des liaisons dangereuses où on a carrément des scènes de viol, etc. C'est déjà difficile à lire, mais c'est possible. Certaines des œuvres de Sade mettent tellement mal à l'aise que je n'ai absolument pas pu les lire jusqu'au bout. C'est juste vraiment incroyable. Il y a un certain nombre de choses qui sont illisibles. Je vous ai parlé déjà de Justine ou les malheurs de la vertu. Bon, là, c'était déjà un petit peu costaud quand vous avez des multiples scènes de viol, mais les 120 journées de Sodome, c'est juste incroyablement violent même d'imaginer, en fait, surtout quand on sait qu'il a probablement fait vivre à certaines personnes ce qu'il décrit, rien que de lire l'œuvre, on est extrêmement mal à l'aise. Donc oui, je pense qu'il n'allait pas très bien dans sa tête. Et d'ailleurs, vous avez peut-être reconnu dans le nom de Sade le néologisme sadisme pour l'époque. Et en fait, le sadisme, oui, ça reste disponible à la vente. Oui, tout à fait, ça se trouve. Donc le sadisme vient du nom du marquis de Sade. Donc tout ce qui est voilà est lié à ça. Vous voyez, on a un certain nombre d'auteurs qui ont donné comment on appelle ça, un adjectif. Oui, Famille de France doit pas être très contente, ça je suis d'accord. Donc oui, vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont donné des adjectifs issus de leur nom. Par exemple, on parle d'un dilemme cornélien à chaque fois parce que ça fait référence à l'œuvre de Corneille. Lui, il a donné le terme sadisme et sadomasochisme en l'occurrence. Donc vous imaginez. Mais oui, tout à fait en fait. Hein, si vous cherchez les 120 journées de Sodome, vous pouvez tout à fait le trouver sur n'importe quel site. Hein. Je ne vais pas faire de pub à qui que ce soit, mais vous pouvez le trouver. Et vous avez d'ailleurs aussi une adaptation en film, ce qui, je pense, relève là aussi d'un problème. Essayer d'adapter ça. Donc déjà, les images sont violentes hein, quand on les lit, mais quand on les met en scène, j'imagine même pas. Bref. Donc voilà, le problème, entre autres, de Sade, c'est qu'en plus, je vous dis non seulement... Oui, c'est tout à fait. Je ne commenterai pas. Donc le problème de Sade, c'est que non seulement ses œuvres sont scandaleuses, mais en plus, il a vraiment vécu un certain nombre de choses qu'il décrit dans ses œuvres. Et c'est assez compliqué. Il est aujourd'hui reconnu comme étant sûrement le premier auteur érotique de l'histoire.
très bien, pourquoi pas, mais au-delà du fait qu'il a écrit des romans libertins, le problème c'est qu'encore une fois, il a vécu tout cela et que c'est pas simplement une libération sexuelle qui aujourd'hui ne choquerait plus grand monde, mais que ça va avec tout un tas d'autres choses qui sont de l'ordre de la violence, de la cruauté et qui évidemment posent beaucoup plus de problèmes. Il a notamment, donc c'était un de ses sports, hein, d'enlever et de violer des jeunes filles donc, qui étaient encore vierges. Et c'est une des raisons de sa condamnation, parce que bon, on est au XVIIIe siècle, on est quand même assez ouvert sur plein de choses, mais faut quand même pas tout à fait rigoler. Et il a passé, comme je vous disais, un bon bout de temps en prison ou en asile, parce que tout simplement, voilà, ses positions étaient... je sais pas, Jeanne, je veux pas le savoir. Mais pour vous donner une idée, je connais quand même quelqu'un quand j'étais à l'université, quand j'étais en master, qui a fait un mémoire là-dessus. Donc c'est volontairement obligé de regarder plusieurs fois l'œuvre cinématographique, de lire plusieurs fois l'œuvre de Sade et d'en faire une comparaison. Voilà, voilà. En attendant, hein, comme je vous le dis, il est reconnu, il fait partie des classiques puisque il est rentré en 1990 dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous connaissez, hein, les Pléiades, c'est cette série d'œuvres beaucoup trop chères, puisque le moindre volume est aux alentours de 50 €, et il est effectivement présent dans la Pléiade. Ça fait partie des grands classiques de la littérature, donc a priori il est reconnu comme tel. Voilà, je ne ferai aucun commentaire à ce niveau-là, mais il faut quand même vous dire, hein, que y a énormément de langues qui utilisent encore un terme dérivé du nom de Sade, par exemple sadisme en anglais c'est pareil, justement en souvenir de cet homme-là. Voilà, voilà. Bon, je vous assure, hein, j'ai fait en ordre chronologique, donc ce sera le plus horrible de tous. Quoique, on va passer à mon grand ami, vous savez à quel point je l'aime, Victor Hugo. Donc Victor Hugo, on l'a vu ensemble, hein, on a fait un petit peu sa biographie ensemble il y a quelques temps. Donc je vous ai déjà parlé de ses problèmes vis-à-vis de sa maîtresse Juliette Drouet, qu'il a quasiment enfermée toute sa vie, à laquelle il interdisait de travailler. Non, non, on va y aller décrescendo, Jeanne, parce que là, je pense que faire plus horrible que le marquis de Sade, c'est compliqué. Donc, vous savez qu'il a fait énormément souffrir les différentes femmes en fait qui ont fait partie de sa vie, à part à l'exception de sa femme, de son épouse. Il y a quand même eu beaucoup de beaucoup de soucis dans la vie de Victor Hugo, et donc notamment, comme je vous le disais, son amante, sa maîtresse attitrée pendant toute une partie de sa vie, Juliette Drouet, qui a vécu un véritable calvaire. Vous devez vous en souvenir, hein, c'était il y a quelques jours. Je vous donne une petite citation de Victor Hugo, vous allez voir son bon côté. Une femme qui a un amant est un ange, une femme qui a 2 amants est un monstre, une femme qui a 3 amants est une femme. J'aime bien la vision de la femme selon Victor Hugo, c'est toujours très cette vision de la femme, on la retrouve quand même, cette vision dégradante, on la trouve un petit peu dans ses œuvres, mais c'est pas aussi flagrant que d'autres éléments. Cependant, on retrouve quand même un certain nombre de petites piques, comme je vous disais, comme celle que je vous ai lue. Hein. Il y a un certain nombre de choix moraux chez Victor Hugo qu'on peut quand même très largement critiquer. Et encore une fois, je vous dis, c'est surtout, par rapport à sa position envers les femmes, c'est surtout sa véritable vie, moi, qui me dérange quand on sait ce qu'il a pu faire, comme je vous le disais, à Juliette Drouet. Je vous rappelle encore une fois que Juliette Drouet, sa maîtresse, n'avait pas le droit de travailler, il ne voulait pas qu'elle travaille, elle n'avait quasiment pas le droit de sortir, donc comme elle ne travaillait pas, il lui donnait une pension misérable en la nommant entre guillemets secrétaire. Quand elle lui disait non mais j'ai plus assez d'argent ne serait-ce que pour manger, pour m'acheter des vêtements et pas sortir en lambeaux, etc., eh bien il lui interdisait tout cela, hein, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit belle pour qui que ce soit d'autre. Il l'a trompée de toutes les manières possibles, en même temps c'était déjà sa maîtresse, apparemment ce n'est
coup c'est déjà compliqué, mais il l'a trompé un certain nombre de fois et évidemment il lui interdisait strictement d'avoir qui que ce soit d'autre dans sa vie. Évidemment, la position de Victor Hugo est assez scandaleuse pour, je crois, à peu près n'importe qui aujourd'hui en 2020. Je m'étais pas mal, comment dire, attardée sur Victor Hugo, donc je vais passer pour ce sujet à un autre auteur qui est peut-être un peu moins connu, mais ne vous inquiétez pas, Victor Hugo on le retrouve avant la fin, puisque ce n'est pas le seul de ses vices. Donc je voulais vous parler maintenant d'un auteur qui est bien moins connu que Victor Hugo et peut-être moins célébré, mais quand même qui fait partie lui encore des classiques, puisqu'on va parler donc de Sacha Guitry. Alors Alexandre Guitry de son vrai nom, hein, Sacha Guitry sinon, c'est donc un auteur de pièces de théâtre, un dramaturge. Il a aussi beaucoup travaillé dans le milieu du cinéma, là on est au fin 19e pour sa naissance, mais surtout 20e siècle pour sa carrière. Il a été acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste. Donc il a fait aussi bien des éléments par rapport au monde de la littérature qu'au monde du cinéma. Donc quoi, finalement, le cinéma pose toujours des problèmes, évidemment. Il a aussi adapté des pièces au cinéma. Cocteau a fait ça également. On est à peu près sur la même thématique. Sacha Guitry est connu, il fait vraiment partie des auteurs qui sont connus pour leur position misogyne. En fait, Sacha Guitry fait, enfin comme je le dis, c'est un peu comme Céline. Il y a une raison à son changement de nom, hommage à Sacha Grey? Non, je ne crois pas. C'est une bonne question, il faudrait que je me renseigne, je ne sais plus exactement pourquoi il a changé de pseudonyme, il faudra que je vous dise ça. Donc oui, je disais, il est associé, comme Céline, on entend tout de suite Céline, on parle antisémitisme, et bien Sacha Guitry, c'est exactement pareil, on parle de Sacha Guitry, on parle de sa misogynie. Il a eu quelques soucis, on va dire, en termes de vie privée. Il a été marié 5 fois, uniquement d'ailleurs avec des actrices, bon, même si pour les 2 dernières, c'est lui qui les a fait tourner, donc voilà. Mais a priori, peut-être que sa position profondément misogyne explique aussi l'idée que ça a été assez compliqué pour lui de garder une épouse. Je ne veux pas sous-entendre ça, mais bon, peut-être quand même. Donc, à côté de ça, il a eu évidemment de nombreuses liaisons avec des comédiennes et des artistes, et d'ailleurs certaines ont refusé de se marier avec lui pour les raisons que je vous indique en fait, hein, parce qu'il était a priori très imbu de lui-même, et comme en même temps il détestait les femmes, forcément ça pose un peu problème, hein. Vous comprenez que voilà, on a des soucis à ce niveau-là. Là aussi je vous ai trouvé hop, je retrouve ça. Une citation donc de Sacha Guitry. Je vous cite: « Son sommeil était de beaucoup ce qu'elle avait de plus profond. » C'est toujours joyeux, évidemment, d'entendre ce genre de choses où on voit évidemment que la femme n'est pas profonde, hein, puisque la chose la plus profonde qu'on peut avoir chez une femme, c'est son sommeil. Et encore, ça aurait pu être pire, hein, je pense. Bon, aujourd'hui, on a tendance à dire, bon, vous comprenez, la misogynie, c'est aussi quelque chose qui était en rapport avec son époque. Je vous rappelle qu'il est né à la fin du 19e siècle, que l'image de la femme au 19e siècle est encore très, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, très arriérée, très à l'ancienne en fait, hein. Et donc, forcément, on se doute bien que sa vision de la femme est influencée par le contexte. Cependant, contexte ou pas contexte, tous les auteurs ou même tous les artistes de cette époque ne se sont pas acharnés justement sur les femmes comme il a fait. Je vous donne quelques exemples, encore une fois, hein, de citations. Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Ma femme et moi avons été heureux 25 ans et puis nous nous sommes rencontrés. Vous voyez le principe, hein. Depuis que j'ai une maîtresse que j'aime, je n'ai plus envie de tromper ma femme. Bon,
Vous voyez, encore une fois, un Jean-Michel Classe, je pense que ça fonctionne. Ah, ou alors, si, sa description de la femme, il appelait les femmes ces animaux sans queue ni tête. Voilà. Alors, encore une fois, hein, je vous dis, certains prétendent que son problème était issu aussi de sa vision arriérée, plutôt proche du 19e que du 20e. Dans tous les cas, comme je vous le dis, il y a quand même beaucoup d'auteurs de cette époque, du début du XXe siècle, qui ont écrit sans pour autant détester autant les femmes. Alors non, je suis désolée, je parle pas d'un procès moraliste, justement, j'explique qu'il avait une vision du 19e, donc je vois pas du tout le problème avec ça. J'explique que c'était quand même problématique et que d'autres personnes de son époque n'avaient pas la même vision. Donc si manifestement d'autres n'avaient pas la même vision, c'est pas avec une idéologie actuelle, c'est pas du tout anachronique. Mais désolé que tu trouves ça absurde. Encore une fois, il fallait peut-être être là depuis le début pour comprendre tout ce que j'indique. Alors, ensuite, on va, comme je vous le disais, s'attarder donc non plus sur la question de la femme, mais sur d'autres types de discrimination que l'on a pu avoir dans la littérature. Et donc c'est pour ça que nous allons pouvoir revenir à notre ami Victor Hugo. Donc Victor Hugo, je voudrais qu'on s'attarde à un petit aspect, alors je vais aller plus rapidement hein, sur ces deux derniers aspects, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la question donc du roman, peut-être un des romans les plus connus de Victor Hugo, qui est Notre-Dame de Paris. Donc Notre-Dame de Paris, c'est un ouvrage, vous connaissez, qui a donné naissance à un certain nombre de personnages qui ont été mis en valeur par Disney, par exemple, entre autres. Notamment le personnage donc de Quasimodo. Il faut savoir que ce soit donc au moment d'écriture de Notre-Dame de Paris, ou même dans d'autres œuvres que je vais vous évoquer après de Victor Hugo, on a quand même dans ces ouvrages un certain nombre de références à de l'handiphobie, donc une critique en fait envers les personnes handicapées ou en situation de handicap. On parle d'handicap physique ici, par contre je précise, hein, il y a évidemment bien d'autres formes de handicap, mais là en l'occurrence on va parler uniquement de ça. Alors, donc, je vous lis la description donc de Quasimodo, si j'arrive à la retrouver. Ah, je l'ai enlevée, c'est nul. Bref, dans la description de Quasimodo, on relève... Ah, j'ai dû l'enlever. Bon, tant pis. On relève un certain nombre justement de remarques qui sont assez critiquables, que ce soit avec nos yeux actuels ou même à l'époque, puisque les critiques portées contre Quasimodo sont des critiques sur son handicap physique. Justement, Bonjour Monsieur Erasmus. Merci de vous être abonné, c'est gentil. On relève donc un certain nombre d'aspects qui sont profondément critiquables, encore une fois, chez Victor Hugo, puisqu'il se permet de relever le handicap et de se moquer en fait même du handicap de Quasimodo. Certains résument l'œuvre de Disney, qu'on connaît souvent mieux que le Notre-Dame de Paris, sur Bonjour le Tuchy. On relève ça comme l'idée que finalement la morale de Notre-Dame de Paris, c'est que jamais un handicapé... bonjour Vino Del Casa, il y a plein de gens qui s'abonnent d'un coup. Bienvenue à vous, merci beaucoup d'être là.
On relève souvent l'idée que forcément ça va être toujours le beau qui va avoir la belle jeune fille à la fin. C'est effectivement le cas dans l'œuvre de Victor Hugo, et en plus on a, comme je vous le dis, des critiques par rapport à sa position, donc son problème de handicap, qui est un handicap de naissance, de ce que l'on apprend chez Quasimodo. C'est pas le seul personnage présentant un handicap que nous présente Victor Hugo, même si le deuxième cas est un petit peu différent. Il s'agit donc de l'homme qui rit. Dans l'homme qui rit, on a un ah bah tant mieux si tu aimes l'histoire, bienvenue. Alors en fait on est en train de faire un petit point, donc là on est sur la fin, mais c'est pas grave, restez. On va parler donc de la question des auteurs de littérature, et notamment des auteurs classiques de littérature, et justement de leur aspect parfois un peu scandaleux, que ce soit dans leurs œuvres ou que ce soit dans leur vie en fait, et comment aujourd'hui on doit finalement d'une certaine manière traiter ces œuvres. Vous savez que c'est un peu le contexte actuel de est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Et bien justement on essaie de répondre à cette question-là chez les grands classiques de la littérature. Là, notre ami Victor Hugo. Donc oui, je vous disais, dans l'homme qui rit, c'est un petit peu différent la question du handicap, puisque c'est un personnage donc, qui a été mutilé dans son enfance, et que c'est pour ça on va le moquer, on va faire de lui un personnage ridicule. Et Victor Hugo note le décalage entre son aspect donc assez horrible, puisqu'il a une sorte de sourire forcé, un peu à la manière du Joker si vous voulez, et à côté de ça son aspect personnel qui est très triste. Donc c'est un petit peu différent que de Quasimodo, donc là c'est pas une mutilation, c'est vraiment un handicap dans le cas de Quasimodo, mais les mots que peut employer Victor Hugo dans les deux cas sont quand même très durs, et on peut se poser la question. Comment ça, comme Claude François? C'est pas vraiment un classique de la littérature. Donc voilà, on peut se poser la question vraiment de l'handiphobie aujourd'hui de Victor Hugo. Et pour terminer donc sur notre dernier auteur, qui est un auteur que je cite souvent, c'est Ronsard. Et là, Ronsard, en général, on le connaît pour ses poèmes, hein, bien sûr. Il est, donc je cite, prince des poètes et poète des princes, puisque c'est lui qui a beaucoup écrit justement pour un certain nombre de grands membres de la cour. Donc on est au XVIe siècle, hein, donc bien avant tout ça. Et il va aborder un élément qui moi me dérange dans beaucoup de ses poèmes, et certains de ses plus connus, qui est la question de la critique des seigneurs. En fait. Quand on lit ses œuvres, on voit que sa stratégie donc amoureuse, d'une certaine manière, la manière dont il écrit ses œuvres... Non, je crois pas. Donc la manière dont il écrit ses œuvres d'amour, c'est sur l'idée aujourd'hui tu es jeune, il faut que tu profites de ta jeunesse. Il faut que tu profites de ta jeunesse parce qu'un jour tu seras vieille et ça sera problématique. Donc par exemple, son sonnet le plus connu, enfin son ode la plus connue, pardon, c'est Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose, etc., etc. Le problème de ces œuvres, c'est qu'à chaque fois, il donne une image de la vieillesse qui est vraiment horrible. Je vous prendrai aussi, si vous voulez, le cas de Quand vous serez bien vieille, hein, qui, pareil, de la même manière, présente la vieillesse comme quelque chose de presque dégradant pour l'être humain, alors que, justement, on n'est absolument pas obligé de décrire la vieillesse de cette manière-là. Donc, encore une fois, Quand vous serez bien vieille, on est dans les sonnets pour Hélène, donc là c'est un sonnet. Ça fait partie de ses œuvres phares, et pourtant on décrit la vieillesse comme quelque chose de profondément négatif, comme quelque chose de dégradant pour l'être humain. Et on pourrait parler effectivement à ce niveau-là de gériatrophobie, c'est-à-dire d'une critique des seigneurs.
Je vais donc essayer de conclure pour répondre à la question que nous nous posions tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'auteur. C'est compliqué et je pense même que ce ne soit pas forcément souhaitable de séparer l'homme de l'auteur. Il est utile de connaître les éléments de vie de l'auteur, qu'ils transparaissent dans son œuvre, qu'ils ne transparaissent pas. Comme je vous le disais, on a vu un peu des deux aujourd'hui, des œuvres qui reprenaient les idées un peu problématiques des auteurs et d'autres œuvres qui ne les reprenaient pas du tout. Donc, quelles qu'elles soient ces œuvres, que ce soit le premier ou le deuxième cas, je pense que c'est nécessaire justement de toujours rappeler ces éléments de contexte. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de lire du Victor Hugo? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de lire du Ronsard, sachant qu'on a tout ça en tête et sachant qu'on sait qu'ils ont eu une attitude scandaleuse? Je pense pas non plus. Je pense pas qu'il faille le faire, et on est sur quelque chose de très différent justement de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans le milieu du cinéma par exemple. Parce que aujourd'hui, si vous choisissez par exemple d'aller au cinéma voir une œuvre que par exemple le cinéaste que nous avons parlé tout à l'heure, d'une certaine manière vous contribuez à son succès et vous approuvez, que ce soit de manière consciente ou non, quelque part son œuvre. Aujourd'hui, si vous achetez une œuvre de Victor Hugo, sachant qu'il est mort depuis un sacré bout de temps, ça ne veut pas dire que vous approuvez tout ce qu'il dit et la manière dont il le dit. C'est pour ça que je pense qu'il y a un gros travail à la fois d'éducation et d'éducation, de remise en contexte de ces différentes œuvres. Je pense qu'il est nécessaire, quand on a par exemple la description de Quasimodo, de mettre une note de la part des éditeurs pour bien signifier, bon bah d'accord, on est quand même dans une position difficilement acceptable aujourd'hui, et il faut le préciser. C'est pas pour rien par exemple que vous avez tous les Tintins qui sont disponibles au rayon enfant, mais Tintin au Congo qui est disponible au rayon adulte, parce qu'on a la nécessité d'une mise en contexte et d'un recul. C'est exactement la même chose avec ces œuvres aujourd'hui. Il faut relire Camus en se disant bon bah ok, c'était peut-être un contexte qui cause ce relent de racisme que l'on trouve chez lui, mais pour autant on ne doit pas s'empêcher de le lire. D'autant plus, comme je vous dis, qu'on ne peut pas nous taxer d'approuver telle ou telle personne alors qu'ils sont décédés depuis parfois plusieurs siècles. Ça peut toujours être intéressant de s'intéresser à ces œuvres-là, de les lire, mais de les lire de manière éclairée. Et je pense que c'est exactement la même chose pour le débat actuel quand on parle de la question de faut-il enlever les statues, par exemple, de Colbert de France, eh bien je pense qu'il vaut mieux les laisser en mettant une explication. Voilà ce qu'il a fait entre guillemets de bien pour la France, mais voilà aussi sa position qui aujourd'hui est effectivement inacceptable. Le fait de remettre en contexte les choses n'enlève pas le côté problématique même à leur époque. Et justement l'aspect oui mais à leur époque tout le monde était colonialiste ou tout le monde était raciste, donc voilà, l'idée par exemple, on parle du code noir de Colbert, bon, bah, comme c'était à l'époque une idée courante comme quoi les noirs étaient inférieurs aux blancs, bon, bah, on peut pas l'accuser d'eux. Enfin si, je pense qu'on peut, puisque vous avez d'autres auteurs de la même époque, d'autres artistes de la même époque, justement, n'ont pas hésité à prendre parti et à remettre en question cette position-là. Si on prend... ah oui, sur Jules Ferry, bah oui, Jules Ferry, c'est pareil, hein, on est sur la même idée. Est-ce que de Jules Ferry, on ne retient que ce qu'il a fait pour l'école, par exemple, et dans ces cas-là, c'est extraordinaire, ou est-ce qu'on reprend aussi les aspects un petit peu plus problématiques de sa vie? Et je suis tout à fait d'accord. Je pense pas qu'il faille nier l'importance de ces gens-là. Ça serait ridicule, en fait, de nier l'importance de ces gens-là dans la littérature. Simplement, c'est intéressant quand même de mettre une petite note, une petite explication, en disant, bon, bah, certes, quand même, il y a certaines de ces positions qui peuvent être considérées comme problématiques, que ce soit de nos jours, mais que ce soit même à l'époque. On ne peut pas simplement dire « Ah oui, mais c'était l'époque », parce qu'en fait, sinon, on accepte absolument tout et n'importe quoi, d'autant plus que ce n'était pas forcément le cas. Vous regardez d'autres artistes de la même époque, ils peuvent avoir des positions différentes, donc c'est bien qu'il y avait quand même un problème à ce niveau-là.
Donc pour moi, il n'est pas possible ni même souhaitable de séparer l'homme de l'auteur, mais l'homme de son œuvre, pourquoi pas, avec une remise en contexte et une éducation vis-à-vis de ses œuvres. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense aujourd'hui. Il ne faut pas s'empêcher de lire ses œuvres, parce que ce serait aussi nier une partie de notre passé, mais en étant bien conscient de tous les sous-entendus et de tous les problèmes qu'il y a vis-à-vis de la lecture de ses œuvres. Et je pense qu'on devrait faire évoluer d'ailleurs la lecture de ses œuvres à ce niveau-là. Comme je vous disais, le fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui dire oui, certaines des positions de Camus sont racistes sous prétexte qu'il a eu le prix Nobel de littérature et que c'est un peu gênant, moi ça me dérange. Je pense qu'on devrait pouvoir dire et laisser les élèves se forger leur propre opinion vis-à-vis de ça. C'est un avis, encore une fois, personnel. Bon, j'ai beaucoup parlé. Encore une fois, 1h10, j'essaye de tenir en 1 heure, mais non, je n'y arrive pas. J'espère qu'en tout cas, ça vous a intéressé. Alors, il ne faut pas oublier les actes qu'ils ont eus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut faire la distinction, le distinguo entre les deux. Dire, ok, certains actes ont quand même fait avancer d'une certaine manière l'histoire, ou la France, ou la République, etc. Mais ne pas oublier tout le reste autour. J'en suis bien d'accord. Je pense que c'est mieux de faire un travail, encore une fois, d'éducation, et c'est ce que j'essaie tout modestement de faire, de dire bon ben voilà, rappelez-vous que tous les auteurs, tous les artistes sont avant tout des êtres humains avec leurs propres aspirations, leurs propres envies, qui sont parfois inavouables, qui sont parfois amorales ou immorales, et donc qu'il faut aussi les prendre dans leur entièreté. Il ne faut pas oublier tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de lire ou relire certaines choses, mais en ayant tout ça effectivement en tête, c'est quand même assez important. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis un bon week-end. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que le nouveau format vous plaît aussi, parce qu'on est moins en mode cours et un peu plus en mode culture générale. Mais j'avais envie de parler de tout ça. Et j'espère que vous, en tout cas, ça vous aura intéressé. Bon bah merci Doudou, je sais que tu es un de mes plus grands fans, ça c'est sûr, tu es là à tous les lives, ça fait toujours plaisir de te voir. Mais entre autres, hein, comme Jeanne, par exemple, qui elle aussi est toujours fidèle au poste. Si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de remarques, je vous souhaite à tous... Ah bah tant mieux Jeanne, si ça t'a plu, je te remercie. Et je vais vous répondre, mais je prends mon temps parce que je veux faire quelque chose de bien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis j'espère à bientôt. Je pense continuer à faire encore quelques lives, mais je suis pas sûre d'en faire énormément, on verra ça dans la suite. L'avenir nous le dira, etc., etc. Bonne soirée à tous!